conversation du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous et bienvenue dans la conversation littéraire du week-end, premier numéro sur KTO. Nous cherchions un invité pour ce premier numéro et l'idée s'est portée tout de suite sur Christian Bobin. Ça n'est pas une formule rhétorique, notre invité du jour c'est Christian Bobin. Christian Bobin qui est célébré, qui est présenté, qui est expliqué par Christophe Héningue dans un petit livre qui s'appelle Christian Bobin, poète de la joie, paru à Nouvelle Cité dans une collection qui s'appelle Prier 15 jours. Et tout à l'heure hors antenne, je disais, c'est un peu un que sais-je de Christian Bobin. Bonjour Christophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé, quel était votre projet déjà ? Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. Oui, Christian Bobin, on a été tous frappés par son décès en novembre 2022. Il avait 71 ans. Il nous laisse tout un héritage de, j'ai envie de dire, de petites graines, beaucoup de citations qui nous touchent les uns et les autres. Et voilà, j'ai simplement voulu inscrire cette richesse littéraire dans son itinéraire, parce que la poésie de Christian Bobin, elle est marquée par la joie, elle est marquée aussi par le concret de l'existence, toute une vie qu'il reprend à travers justement cette écriture qui est toujours fluide, toujours pensée. On sent une écriture qui s'inscrit dans le temps. Alors poète et la joie, qui sont les deux concepts. Donc vous parlez de lui en tant que poète. Est-ce que c'est un poète par rapport à la définition classique du mot ? Est-ce que c'est un poète très contemporain ? Il a aussi tâté du roman. Il y a un roman inédit dans son quarto qu'on n'avait pas lu jusqu'à présent. Il y a des textes qui sont des fictions. Comment définirait-on Christian Bobin ? Christian Bobin, je pense que c'est un regard poétique. C'est une manière poétique d'aborder le monde. Oui, c'est ça, de le percevoir. Il explique par exemple que il ferait bien la course avec les fourmis sur la terrasse de sa maison et qu'il n'est pas sûr de gagner. Ben voilà, c'est une façon très poétique de regarder le monde. Et cela, le pousse toujours à l'écriture. Alors ça prend différentes formes, comme vous le soulignez. Il a aussi voulu justement voir du côté du roman, du récit, des textes un peu plus, rêveurs parfois, des choses au contraire très concrètes. Je pense que c'est ce qui pouvait venir, ce qui pouvait surgir au moment où il était à sa table d'écriture. Il prenait un fil, tirait le fil et laissait venir avec toujours ce sentiment d'être surpris lui-même par l'existence. Alors, on va voir s'il y a eu une évolution dans cette trajectoire qui a quand même duré plusieurs décennies. Poète de la joie, vous disiez tout à l'heure, la joie, un enchantement au monde. Est-ce qu'on peut dire que finalement, Christian Bobin a passé sa vie à écrire. Il y a une partie biographique qui ouvre votre livre et qui est bien utile, avec des repères. Et finalement, on a besoin d'assez peu de repères sur Christian Bobin. C'est ce que je dis au tout début, c'est que on ne peut rien dire de Christian Bobin. C'est en lisant, en écrivant. Voilà, c'est ces textes qui parlent de lui. Non, alors effectivement, je pense que l'écriture a toujours été quelque chose. En même temps, je pense qu'il n'a pas eu un projet de se dire je vais être écrivain, je vais publier beaucoup de livres. C'est sa respiration, c'est sa manière de vivre. Parce que voilà, il naît dans une famille au Creusot, où il est le 3e enfant, 1951. On imagine un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir dans cette ville industrielle. Et une enfance qui est assez refermée sur la maison triste, familiale, un peu triste, effectivement. On n'est pas tout à fait dans la joie. Et en même temps, un gamin, j'ose dire ça, un gamin qui est par moments un peu facétieux.
Alors, il faut peut-être faire la part de la légende et de ce qui vraiment a existé, mais paraît-il qu'il s'est mis un jour à casser le mur de sa chambre avec un coup de marteau, un autre prendre sa chaussure et la mettre dans la soupière. Et puis, il y a aussi une escapade avec une petite copine de classe. Et les voilà tous deux partis loin, une fugue qui a surpris tout le monde, jusqu'à, alors là pour le coup, Christian Bobin a écrit sur cette échappée, jusqu'à se retrouver hors de la ville et croiser le regard de vaches qui sont dans les champs tel qu'il le raconte. Là aussi, est-ce qu'il a enjolivé peut-être un petit peu cette histoire? Mais voilà, donc une existence peut-être un peu triste et en même temps qu'il habite tellement qu'elle devient joyeuse, en tout cas une vraie respiration et faisant de la poésie et donc un peu de joie de tout ce qu'il peut lui arriver. Et l'écriture arrive très tôt, puisqu'il y a cette autre anecdote de son père qui confectionne une espèce de petit recueil fièrement avec les premiers poèmes de son rejeton. Oui, son père, c'est son premier fan, son premier lecteur. Et quand il lit effectivement les textes de Christian Bobin, il dit « Nous avons un poète à la maison ». Et c'est... Il a quel âge, là, à peu près? Et là, je pense c'est à l'adolescence. Là aussi, dans le collège, à 14 ans, Christian Bobin... comme tous les collégiens, est sommé de rédiger une rédaction et voilà que tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose dans cette rédaction. Même la prof se dit il y a l'écriture de Christian Bobin. Et l'écriture, elle est pas seulement, c'est ce que je disais, pour se montrer, pour paraître auprès des uns et des autres, c'est vraiment sa respiration face à ce qui pourrait effectivement empêcher la joie de vivre. Je parlais de la famille. Bon, il y a les parents qui travaillent donc au Creusot. Il y a la maison qui a été bombardée en 1944, donc il a fallu reloger la famille Bobin. Il y a la grand-mère de Christian Bobin qui est internée parce que avec des soucis d'ordre psychiatrique. Donc on voit quand même un univers pas très joyeux et en même temps quelque chose que Christian Bobin va approfondir. Il va partir faire des études de philo, mais en même temps il ne se voit pas enseignant. Enfin là aussi il se cherche beaucoup et pendant toute cette période il écrit, il commence à écrire et il écrit. Est-ce qu'on sait ses premières lectures, par exemple? Les premières lectures, elles sont très littéraire, effectivement, Dostoïevski, Ernst Junger aussi, c'est assez original comme choix de lecture, cet écrivain allemand. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des choses très littéraires, très vite, effectivement, dès le collège, avec André Dhôtel, avec ce côté un petit peu d'échapper à travers le livre. En fait, les livres c'est sa patrie, quoi. C'est son pays. Oui, ça arrive à beaucoup d'écrivains et à beaucoup de jeunes gens aussi d'échapper à leur milieu, à leur façon, à travers la lecture. Avec ce qui est surprenant, pas du tout l'envie, le désir d'imiter. C'est-à-dire, il va lire beaucoup de grands romans, les romans russes notamment, et sans se dire je vais faire des grands romans à la manière russe. Non, il va écrire des petits textes, des poèmes, et c'est ça qui est surprenant aussi, c'est qu'il trouve très vite son style. En fait, il a peu changé à travers toute son écriture. Il a changé parfois des textes un peu plus longs, mais c'est la réception de ces textes qui a beaucoup changé. Au début, eh bien, ce père qui dit « Nous avons un poète à la maison », il faudra quelques années et quelques livres avant que le public le découvre vraiment. Et effectivement, il faudra attendre 92 et le très bas, on en reparlera tout à l'heure, pour qu'il atteigne une espèce de gloire totalement surprise, en fait. Est-ce qu'il a reçu une éducation religieuse? Est-ce que la famille était croyante? Est-ce qu'il a fait sa communion, etc.? Oui, il va au catéchisme, il en parle aussi de façon assez drôle, et lui-même, quand il sera jeune adulte, enseignera le catéchisme aussi, en expliquant que voilà, il faut aller lire les évangiles. Enfin, il voit la poésie de l'évangile, par exemple, mais enfin, ce n'est pas un engagement très
très puissants dans la vie ecclésiale sont, oui, voilà, ce sont des pratiquants, des paroissiens tout à fait normaux, sachant qu'ils habitent juste en face de l'église. En plus, oui, il s'agit de traverser l'église. Il y a juste l'église à traverser, mais ce que ne peut faire Christian Bobin que le dimanche pour aller à la messe, effectivement, et parce qu'il doit rester sa mère est toujours très inquiète et il doit rester à la maison. Alors, effectivement, il participe à la vie de la paroisse. Un jour, le prêtre lui suggère de lire un des textes du jour, et finalement, l'expérience ne sera pas renouvelée parce que, lui dit-on, il met trop le ton pour lire le texte de la lecture qu'on lui a demandé. Voilà, c'est paradoxal, mais voilà un petit peu comment... De même que, alors j'aime bien aussi rapprocher les deux, c'est que de fil en aiguille, l'étudiant a fait aussi... une école pour pouvoir accompagner les personnes justement qui sont en situation d'internement en hôpital psychiatrique. Et il a travaillé 15 jours dans un hôpital de ce genre. Et au bout de 15 jours, on lui a dit que c'était pas possible parce qu'il était trop gentil. Trop proche des patients, des malades. Oui. Voilà. Donc c'est assez surprenant d'un homme discret et un peu en rupture malgré tout avec la société. Il y a un côté un peu éponge à émotion chez lui. Oui, éponge à émotion, et puis aussi cette conviction que c'est ça qu'il faut faire. C'est être proche des gens, c'est trouver les mots pour dire. Et ça va l'occuper tout le temps. Christian Bobin, tous ceux qui ont pu le rencontrer, qui lui ont écrit, parce qu'il a eu une abondante correspondance, ont été touchés par cette qualité d'attention qu'il apporte. Et ça, c'est effectivement dès son plus jeune âge. On va parler de nos expériences personnelles. Il y a quelque chose qui me frappe, moi, dans la trajectoire de Christian Bobin, c'est, j'allais dire, son amplitude géographique extrêmement limitée. C'est l'anti-voyageur par définition. Il a passé toute sa vie au Creusot, à 2 ou 3 adresses différentes. Il expliquait qu'il n'était sorti de France qu'une fois pour aller en Belgique. C'est l'anti-voyageur, et pourtant, cette œuvre est traversée par des grands espaces, par des courants, par un souffle puissant. Oui, il trouve, j'ose le dire, pour Christian Bobin, on peut dire qu'il trouve l'universel dans le plus banal du quotidien. Hein. Alors, lui-même l'exprime de façon très, très claire. Quand je veux voir le bout du monde, je regarde le bout de mes chaussures, dit-il. Voilà, on aurait pu presque titrer Christian Bobin le poète évadé, quoi. Enfin, il y a une sorte de dimension universelle dans son regard, alors qu'effectivement, il est resté dans un périmètre très, très resserré autour du Creusot. En fait, là aussi, il y a une dimension presque christique, c'est-à-dire que il fleurit là où il a été planté, d'une certaine manière. Il n'ambitionne pas d'aller voir ailleurs, puisque tout lui est donné là où il est. Avec une intensité, et donc il puisait dans un certain nombre de domaines, la musique, on en parlera, les arts, etc. Il puisait ses ressources personnelles pour en nourrir son œuvre. Oui, parce qu'en fait, il n'a pas bougé beaucoup, mais que ce soit dans la maison où il était un peu au milieu des bois ou dans l'appartement quand il vivait au Creusot, il y avait toujours l'appartement, la fenêtre était ouverte sur les toits de la ville. Et quand il était à la campagne, sa table de travail était face à une fenêtre ouverte sur la campagne. Donc il y a quand même, malgré tout, toujours cette dimension de regard qui va plus loin que là où il est. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très surprenant, cette capacité à rester, j'allais dire, dans son précaré, dans cette ville, avec ce qu'il en dit, qui répond, qui fait écho à tout ce qu'on peut découvrir un peu partout en même temps. C'est ça aussi, là où il a eu une écriture sans géographie. Alors il y avait un domaine
qui était très cher à Christian Bobin, c'était la musique. Il en parle souvent, il écoute de la musique en écrivant, etc. Et son compositeur favori, c'était Jean-Sébastien Bach. Et donc, nous allons écouter ensemble le Prélude et Fugue numéro 3 en Do majeur de Bach, interprété au piano par Marta Ksesch, qui est une pianiste polonaise. A tout de suite, on se retrouve juste après Christophe Héningue. Les conversations du week-end. KTO Radio. Après ce prélude et fugue numéro 3 en Do majeur de Bach, interprété par Marta Ksesch au piano, retour dans l'univers de Christian Bobin avec vous, Christophe Héningue, pour Christian Bobin, poète de la joie chez Nouvelle Cité. On a évoqué un petit peu le parcours terrestre de Christian Bobin. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous êtes donc journaliste à La Croix et chroniqueur sur RCF, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel était votre Bobin ?
Ah, écoutez, il y a eu effectivement la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, que ce soit à Paris quand il pouvait passer, et encore ça c'était les dernières années, parce que de voir Christian Bobin à Paris, c'était quand même un moment, à ses tout débuts, c'était pas très facile, pas très courant. C'était une plante sortie de son pot, hein. Ouais, il était vraiment mal à l'aise. Difficile, il fallait pas, voilà. Il a, avec le temps, tout à fait appris à maîtriser les médias, et voilà. Mais donc, c'est plus la première. Je suis allé chez lui 2 ou 3 fois, et c'est la première fois que j'ai envie de vous raconter, simplement parce que, comme vous le disiez, je suis journaliste, donc il fallait faire vite, prendre le TGV, arriver à la gare, prendre un taxi pour pouvoir aller très vite chez Christian Bobin dans sa forêt. À l'époque, il habitait au Champ-Vieux, voilà, en dehors du Creusot. Exactement. Et le taxi dit, bah tiens, on est passé devant, on avait traversé cette route forestière, et le GPS lui avait indiqué qu'on avait passé le lieu. Il fait demi-tour, encore une deuxième fois. On est passé devant, on n'a pas trouvé. Le 3e passage, on voit une boîte aux lettres au milieu des branchages et de la futaie. C'était là. Donc on a pu rentrer à ce moment-là. J'arrive donc effectivement un peu pressé, simplement me disant bon, tout est bien calculé, j'ai mon train du retour, on fait l'entretien, je mets mon micro, toc toc toc, bonjour Christian Bobin, et lui me dit bonjour. Si on commençait par faire un petit tour dans la forêt. C'est tout Christian, ça. Voilà, oui. tout à fait. Et après, la conversation se prolonge, on se retrouve au coin du feu en plus, parce que c'était dans une période encore un peu froide. On discute, on échange, tout ça est enregistré avec, là aussi vous le connaissez, vous avez sans doute vécu ça aussi, des moments de silence qu'on partage, et à un moment où il dit « je crois qu'on va s'arrêter là ». Ça renvoyait aussi un peu à ce journaliste pressé qui voulait obtenir le maximum, avoir le maximum d'éléments pour pouvoir écrire l'article que je voulais faire. Je pense que c'était une belle leçon, à la fois très délicate et très sensée, de me dire on se pose et tout ira bien. Oui, parce qu'en fait, on a eu un peu les mêmes expériences. Moi, je suis jamais allé au Creusot, hélas, mais Christian Bobin ne parlait pas pour parler. Il parlait pour dire des choses, j'allais dire, il réfléchissait en parlant, il poétisait presque en parlant. Et en fait, il parlait d'abondance. Moi, au début, j'avais peur, je me disais, je vais tomber sur un taiseux, il y aura des longs silences, ça va être catastrophique, notamment à la radio. Et pas du tout. Il était d'un bavard et d'un loquace absolument extraordinaire, et ça aurait pu durer très très longtemps. Mais effectivement, il y a un moment où il avait dit ce qu'il avait à dire sur tel et tel sujet, et ça n'allait pas plus loin. Il fallait trouver d'autres motifs de discussion. Oui, et puis il y avait aussi, vous le dites bien, cette façon d'entrer dans la conversation avec de l'imaginaire, avec de la poésie, avec des excès parfois, à tel point que il s'arrêtait en cours de phrase et partait dans un grand éclat de rire, quoi, finalement. Oui, alors je voulais qu'on parle du rire de Christian Bobin, parce que vous dites poète de la joie. Moi, j'ai le souvenir de rire tonitruant à la radio, où il faisait quasiment trembler les murs du studio par ce rire, qui tout à coup, un rire à la fois grave et enfantin, j'allais dire, un rire d'enfant vraiment, qui éclate de rire, comme dit la formule. Oui, en fait c'était comme, puisque vous dites éclate, c'était presque une bulle, quoi. Il lançait, il nous entraînait dans sa poésie, comme j'imagine, comme il écrivait sur sa page blanche, et puis à un moment il se rend compte que ce qu'il a dit, c'est à la fois peut-être superbe, magnifique, ou complètement déjanté, et effectivement ça se termine par cet éclat de rire qui ramène à une sorte de simplicité, quoi, finalement, de vérité, de joie, toute simple. Tout à fait. Et jamais, 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 il n'a posé au grand écrivain, avec tous les guillemets que vous voulez. Ah oui, ça c'est... il a toujours fui, alors... Il était heureux de sa notoriété, de son succès, évidemment, mais en même temps, il a fui tout ce qui pouvait être le paraître. Et même quand il écoutait toujours avec une sorte de sourire, mais en même temps de bonté. J'ai envie juste de reprendre un moment. Il explique justement que toutes ces rencontres, c'est ça qui le nourrit aussi d'une certaine manière. Il explique que
que ce sont les autres qui lui donnent un peu cette énergie, cette façon de penser le monde en poésie. Il a écrit un moment tout m'est depuis toujours donné à chaque instant par chacun de ceux que je rencontre. Tout? Ben oui. Depuis toujours? Oui. À chaque instant? Oui. Par chacun de ceux que je rencontre, sans exception? Oui. On voit cette bonté d'un homme qui accueille tout le monde, répond à tous ceux qui lui écrivent, et effectivement se garde malgré tout dans cette maison au bord de la forêt, se garde ce temps précieux, cette solitude, parce qu'il aime aussi la solitude. Oui, on n'allait pas déranger Christian Bobin. Non, il fallait qu'il y ait cette intensité, effectivement, qu'il souligne là dans le petit extrait que je viens de lire sur... Il n'y a que des vraies rencontres avec Christian Bobin. Il n'est pas là pour paraître, il n'est pas là pour faire plaisir simplement à autrui, c'est parce qu'il a quelque chose à dire ou quelque chose à recevoir. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce qu'il explique, c'est qu'il reçoit des autres, alors qu'on a parfois l'impression que les écrivains ont plutôt envie de nous donner, qu'on les écoute, bien évidemment, mais lui est aussi quelqu'un qui était toujours à l'écoute de son interlocuteur. Il y avait une vraie générosité, effectivement, chez Christian Bobin. Moi, j'ai un souvenir personnel, je l'avais pas rencontré à l'époque, mais je l'avais eu au téléphone plusieurs fois, et je ne sais plus pourquoi, je lui avais dit « Tiens, c'est amusant, vous êtes un des rares auteurs chez Gallimard dont l'éditeur fasse pour chacun de vos livres des exemplaires de tête, ce qu'on appelle des beaux papiers numérotés, chics, etc. » Et je trouvais ça un peu paradoxal, si vous voulez, avec un auteur qui prêchait plutôt le dépouillement d'une certaine façon, enfin en dehors des modes parisiennes, du côté esthétique et tout ça. Donc je lui avais fait cette remarque comme ça, incidemment. Il était très, très heureux de ces jolis exemplaires, parce que c'est des beaux livres. Et quelques jours après, je reçois un exemplaire je ne sais plus lequel c'était à l'époque, ça devait être dans les années 2000, je ne sais plus, je reçois un grand papier, donc un des 30 exemplaires, avec une très gentille dédicace de Christian Bobin. Je l'ai appelé, et du coup, on a noué cette relation. Mais c'était d'une extrême délicatesse de sa part. Peu d'auteurs font ça, en dehors du prix de l'objet, qui coûte quelques centaines d'euros, si vous voulez, mais je trouvais ça d'une grande élégance et d'une... plutôt que de prendre son téléphone ou je sais pas quoi, de marquer une attention. Et on a tous comme ça ces petits souvenirs avec Bobin d'une relation, de coups de téléphone, de visite, d'échange de cadeaux. Moi, après, on s'envoyait des cartes postales, par exemple. Il écrivait, lui qui ne voyageait pas, il écrivait des cartes postales. Oui, alors on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on le sent très franciscain dans sa façon de vivre, de se détacher, effectivement. Sa maison à Champvieux était tout à fait confortable et tout ça. Je m'attendais à une maison de grand style. Non, c'était une maison toute simple. Voilà. Et donc, c'est véritablement la beauté intérieure où... la richesse d'une rencontre qui compte pour lui beaucoup plus que effectivement le paraître, encore une fois, ou je sais pas, c'est pas, il n'avait pas habité dans un château, quoi. C'est vraiment pas son même choix. Si, alors transition, même s'il en aurait eu les moyens, après le très bas, parce que dans ce parcours de poète que vous décriviez au début, donc il a commencé par publier des plaquettes chez des éditeurs méritants et confidentiels et en province, Lettres Vives, etc., des petits éditeurs en région. Ensuite, il arrive chez Gallimard et il publie en 92 Le Très Bas, dans la collection L'un et l'autre que publiait Gallimard à l'époque, et c'est un énorme best-seller. Vous dites dans votre livre plus de 400 000 exemplaires. Ouais. Le best-seller complètement improbable, que personne n'avait vu venir, en plus un best-seller durable. Bobin me racontait qu'il s'en vendait encore à peu près 30 000 chaque année. C'est un livre culte, sans exagération. Oui, vous avez une théorie, pourquoi celui-là, pourquoi à ce moment-là? C'est devenu un grand classique. Il y a plusieurs choses qui
peut-être peuvent expliquer un petit peu ce succès. D'abord, c'est la grande qualité littéraire de ce texte. Oui, mais ils étaient tous aussi beaux. Alors, c'est vrai qu'ils étaient tous aussi beaux. Il y avait déjà, avant le Trébat, le poète Christian Bobin était suivi par quelques fans, malgré tout, déjà. Mais là, il va effectivement toucher de façon beaucoup plus large. Alors, c'est aussi la figure de François d'Assise qu'il évoque. On ne peut pas passer sous silence que Julien Green, Éloi Leclerc, François Tcheng aussi un peu plus tard, enfin ce sont des grands auteurs qui ont été touchés par la figure de François d'Assise. Ce livre-là, le succès, il est peut-être justement rien que dans le titre déjà. Dieu très haut, Christian Bobin dans une pirouette inverse les choses et c'est le très bas. Et le très bas, c'est celui qui parle au cœur de François d'Assise. Et donc, il vit tellement de ce sorte de dépouillement joyeux que je pense qu'il a quelque chose de contagieux dans ce livre qui est à la fois, là encore, aussi un livre modeste qui va connaître un énorme succès. Mais c'est un petit livre pas épais déjà dans la collection l'un et l'autre, couverture bleue assez standard, enfin c'est pas un objet ni luxueux ni remarquable. Et puis c'est aussi une expression, enfin c'est pas un livre de catéchisme, c'est vraiment quelque chose qui parle du cœur et qui présente Dieu d'une autre manière, qu'il ne fait que proposer, qu'il n'impose pas quand il écrit, parce que Dieu est le plus faible, il faut se mettre à l'abri de notre force, et l'univers fait que ce sont ces cachettes. Dieu, pour lui, Dieu le fragile, Dieu le faible, c'est celui auquel il croit, et auquel il adhère, et auquel il invite tout le monde, parce que c'est un Dieu qui ne fait pas peur. Et c'est un peu ça qu'il essaie de nous dire à travers la figure de François d'Assise. Alors le très bas va changer le statut littéraire de Christian Bobin, parce qu'on passe d'un poète confidentiel avec un fan club, effectivement, qui le connaissait déjà. Il n'était plus tout jeune non plus. Il avait 40 ans quand paraît le très bas. Mais là, on est dans une autre totale dimension. Encore une fois, 400 000 exemplaires, des traductions dans le monde entier, etc. etc. Il devient un auteur de best-seller, ce qui est quand même paradoxal. Vu la personnalité de l'auteur et le texte et sa qualité littéraire et son sujet, c'est quand même assez paradoxal de devenir un best-seller avec ce livre-là. Oui, c'est ça qui est surprenant. Mais comment l'expliquer, c'est un peu difficile. Ce qu'on peut juste remarquer aussi, c'est que ce succès a provoqué de véritables jalousies. Et en tout cas, après coup, c'est comme s'il était mis à l'épreuve pour les livres suivants. Il a été fort critiqué à ce moment-là. Il y a quelques-uns qui ont pris sa défense, parce qu'en plus, il y a eu des livres très importants qui ont suivi, parce qu'on peut juste le dire, puisqu'il avait dédicacé ce livre du très bas à Ghislaine Marion, qui est une jeune femme avec qui il avait une amitié très forte, qui est décédée là aussi très jeune, à 44 ans. Et du coup, il a beaucoup écrit aussi sur la mort, sur la blessure, sur le vide que cause le décès de cette jeune femme. Et du coup, on lui a beaucoup reproché, comme s'il voulait poursuivre ce qu'il avait écrit avec François d'Assise, d'une certaine manière. Non, il a écrit comme il voulait écrire, simplement. Et il n'a pas voulu faire un best-seller. Mais on ne veut jamais faire un best-seller, a priori, en tout ça cas, vient comme ça. Il y en a qui aimeraient bien vouloir faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, effectivement. Mais on ne se dit pas quand même, je vais écrire un best-seller, ou alors assez rarement. En tout cas, il vaut mieux pas. Ce serait dommage pour la littérature. Est-ce qu'il en parlait un peu? Est-ce qu'il avait une espèce de tentative d'explication quand on lui posait la question? Vous avez fait l'épreuve? Non, j'ai pas. C'est le genre, vous savez, quand on pouvait lui faire un compliment ou le remercier, il restait très modeste. Enfin, il accueillait ça. Il rougissait comme une jeune fille, un peu. Il avait des pudeurs de jeune fille et on passait à autre chose. Oui, mais en tout cas, c'est un peu. Enfin, voilà, le succès du très bas, c'est la rencontre d'un texte, d'un auteur et des lecteurs. Bien, Christophe Hénague, nous allons marquer une seconde pause musicale
avec quelque chose choisi dans cet univers de Christian Bobin et celui de Saint François. Et nous vous retrouvons après pour parler encore et toujours de Christian Bobin. Les conversations du week-end. KTO Radio. Eh bien, retour dans l'univers de Christian Bobin avec vous, Christophe Héninck, pour Christian Bobin, poète de la joie chez Nouvelle Cité. Nous parlions, avant notre deuxième pause musicale, nous parlions du Très bas, donc le best-seller improbable de Christian Bobin, plus de 400 000 exemplaires en 1992. Gloire, succès, argent, estime, etc. Et aussi polémique et malentendu, en particulier sur le sujet. Donc, Saint François d'Assise, Dieu, la foi, une certaine pratique de la foi. Du coup, voilà Christian Bobin, chez certains, étiqueté auteur bigot, écrivain catholique, auteur de catéchisme, etc., etc. Ce qui, évidemment, la réalité est plus complexe que ça. Alors c'est d'une part plus complexe, effectivement, et Christian Bobin était très pudique sur sa propre foi, d'une part, et puis d'autre part, il y a un refus très net et très franc des étiquettes. Non pas pour soigner une quelconque image de marque ou commerciale, mais véritablement, c'est un poète, un auteur, une personne libre, véritablement, de toute étiquette. C'est ça qu'il refuse obstinément. Avec, malgré tout, on sent ses écrits tout à fait habités d'une foi profonde, d'une foi en l'homme, d'une foi peut-être plus attachée au Christ, à l'homme Jésus qu'au Dieu Tout-Puissant. On en revient au très bas. Il a écrit aussi un petit livre vraiment très poétique qui s'intitule L'homme qui marche. Et il ne dit jamais que c'est Jésus, mais il parle des 4 qui l'ont suivi et qui vont raconter dans des évangiles ce qu'est le message de cet homme qui marche dans un territoire tout petit. Et ça lui va bien, Christian Bobin, puisque voilà, la Palestine, c'est quand même pas très grand et Jésus n'en est guère sorti. Hein. Donc, c'était son creusot à lui. Voilà, son creusot. Donc oui, il y a une foi profonde qui est loin des appareils, loin des étiquettes, mais qui est vraiment de l'ordre de l'engagement dans l'écriture pour cet homme qui marche, pour ce Christ, pour ce très bas. Foi et Dieu à travers ses créatures. Bobin était en admiration devant la création.
devant la nature, devant les oiseaux, les animaux, etc. Il en parle quand il écrit, il est encore dans sa maison de Champ-Vieux, il y a un oiseau qui vient se poser sur la vitre, et tout d'un coup, ça y est, Christian Bobin décolle, si j'ose dire. Ah oui, oui, tout à fait. On n'est pas loin du cantique de François d'Assise, effectivement. Hein. Il y a toujours ce rapport à la nature que l'habitant du Creusot a cultivé malgré tout. Là encore, vous parliez de Champ-Vieux, là où il était. Il écrit un moment l'arbre devant la fenêtre du salon. Je l'interroge chaque matin. Quoi de neuf aujourd'hui ? La réponse vient sans tarder, donnée par des centaines de feuilles. Tout. Donc c'est joli aussi. C'est la nature, le renouvellement de la nature, le renouvellement perpétuel de la nature qui nous invite à voir la vie comme neuve chaque jour. Enfin, c'est là où ça n'a rien de catéchétique et c'est profondément chrétien, cette manière aussi de percevoir à travers la nature quelque chose qui nous est donné. On pourrait dire qu'il avait un peu la foi du charbonnier, une oui, foi assez immédiate, assez simple, qui ne se questionne pas forcément et qui ne passe pas forcément par des pratiques, comme vous le disiez, ecclésiales, ni par le fait d'aller à la messe ou pas d'aller à la messe. Oui, je dirais presque la foi du charbonnier ou la foi du chardonneret, parce qu'en fait, il chante un peu la création d'une certaine manière, et cette création, il reconnaît effectivement la trace divine dans cette création, ce que vous le soulignez à l'instant, et c'est aussi ce qu'il essaie de transmettre dans cette page, puisque dans l'extrait que je lisais, on a l'impression que c'est la nature qui va lui dicter ce qu'il faut écrire. Je pense que son écriture, elle est éminemment enracinée dans cette capacité à l'émerveillement. Alors, dans l'émerveillement, il y a aussi, et ça c'est assez rare chez lui, il y a l'œuvre des autres. Et il y a un artiste dont j'aimerais bien qu'on parle, parce que ça rejoint un peu tous les thèmes centraux de Christian Bobin et son inspiration, c'est Soulages. Ce compagnonnage extraordinaire avec Soulages. Est-ce que vous avez quelques lumières là-dessus ? Écoutez, d'abord, il en a fait un récit un peu fantasmagorique où il prend le train pour passer... Alors, il y a deux livres. Hein. Il y a d'abord celui sur Conques. Exactement. L'abbaye, dont j'oublie le titre à l'instant, mais vous allez nous le rappeler. Eh bien, non, pas forcément, parce que vous savez qu'il y a quand même une 50aine de livres chez Christian Bobin, et non des moindres, plus avec toujours des titres... Donc, en fait, il part en reportage, si j'ose dire, à Conques. Voilà. Il descend à l'hôtel juste en face de l'abbaye dont Soulages a exécuté les vitraux. Il y en a 120, si mes souvenirs sont bons. Et il se met en tête d'écrire un poème pour chacun des vitraux. Alors, ce sont des vitraux contemporains, bien entendu, qui sont un peu en grisaille. Donc, c'est quelque chose d'assez austère, qui va bien avec l'abbaye romane de Conques, et qui va bien à Bobin aussi. Donc, ça donne ce premier livre de compagnonnage avec Soulages. Et puis, il y a l'autre dont vous allez nous parler aussi. L'autre, c'est Pierre, effectivement, voilà, Pierre. Où il imagine qu'il prend le train pour aller rejoindre... Rencontrer enfin Pierre Soulages. Voilà, Pierre Soulages. Lors des fêtes de Noël, en plus. Donc, enfin, voilà, il y a tout... Et on se demande toujours, mais... Ils se sont vraiment rencontrés ou pas ? En fait, oui, il y a une vraie rencontre, mais spirituelle, artistique, entre les deux, et on ne saura jamais finalement ce qui s'est vraiment passé. Ou dans le livre, il reste à la porte, on ne sait même pas si la porte est entre ou pas. Voilà. C'est assez étonnant. Non, j'ai envie de dire, c'est une mère de famille qui me racontait ça il y a quelque temps, emmenant son fils de 7 ans à l'exposition Soulages qui avait eu lieu à Paris, et elle se dit que quand même pour un gamin de 7 ans c'est un peu austère, qu'est-ce qu'il peut voir, je vais l'accompagner un peu dans son... Et qu'est-ce que tu vois, et l'enfant lui dit, je vois la lumière. Ça, c'est du Bobin. Tout à fait. C'est du Bobin tout. Alors que nous, quand on regarde un Soulages, on dit bon, alors c'est noir. On commence à analyser. On intellectualise tout de suite. La profondeur des traits, la régularité et tout. Je vois la lumière dans un tableau de Soulages. C'est du Bobin. Je pense que c'est ce rapport à l'art qui, dans le noir, va voir effectivement cette touche de lumière.
Alors, j'ai un souvenir du même ordre à propos du même sujet et de Bobin. Il était venu à la radio, donc à l'époque Radio Notre-Dame, et c'était pour ce livre sur Soulages. Et à un moment, Bobin, à la radio, hein, commence à nous décrire un tableau de Soulages. Déjà, décrire un tableau de Soulages dans l'absolu, c'est pas évident, même quand on l'a en face de soi. Vous parliez de cet outre noir. C'est difficile de mettre des mots là-dessus et de transcrire son émotion. Et ben Bobin y est arrivé et on était tous scotchés. Et on voyait le tableau par les mots de Bobin et aussi par cette voix, par l'intensité qu'il y mettait, par la façon dont il pénétrait dans l'œuvre et il nous la retranscrivait. On y était. Et on avait la lumière de Soulages. Ça, c'est exceptionnel. Et ça s'est terminé sans doute avec un grand éclat de rire. Et voilà, pas simplement par l'audace de pouvoir décrire le tableau de son ami Soulages. Bien sûr, un grand éclat de rire. Parce qu'au final, comme s'il s'était senti... c'est Gide qui utilisait ce mot insuffisant par rapport à l'œuvre de l'autre, ce qui est un très bel adjectif. Oui, tout à fait. Oui, donc ce regard artistique, enfin sensible à l'art, il est chez lui noué, lié forcément à la nature, effectivement, et donc ça reste quelque chose de... Vous le disiez aussi sur les beaux livres, quoi, finalement. Et j'ai envie de dire, si ses livres et son écriture sont aussi poignant, touchant, émouvant pour nous, c'est aussi par sa manière d'écriture sans doute à l'origine. Vous savez, hein, il avait ses pages blanches et un gros feutre noir sur lequel il écrivait, il arrivait peut-être à placer une dizaine de lignes et guère plus. Donc cette grande écriture, je pense que c'était déjà presque de l'ordre de la calligraphie par moment. Tout à fait. Il a même publié des livres en facsimilé à l'Iconoclaste, des espèces de facsimilés de ses manuscrits, en fait, de livres manuscrits. C'était pas très... Il lui fallait beaucoup de feuilles pour faire un livre, mais effectivement, et dans son courrier, c'est aussi comme ça qu'il répondait. Ce grand trait noir d'un feutre qui disait quelque chose aussi de... Peut-être d'une sorte de cérémonie de l'écriture face à la nature, face à la feuille blanche, et aussi avec le souvenir de la nature, mais le souvenir de ces rencontres dont on a déjà parlé. Oui, bien sûr. Et une sensualité aussi dans le trait, dans l'objet, dans le matériau. Sans doute, oui. Une sorte de concret de l'existence, de choses très incarnées, parce que on pourrait parfois aussi trouver nos poètes contemporains un peu, comment dire, abstraits, loin, intellectuels. Là, les choses s'enracinent. C'est une fleur, c'est le passage d'un oiseau, comme vous le citiez. C'est 3 fois rien qui font tout. Et ça nous ramène à l'objet livre dont on parlait tout à l'heure avec cette histoire d'exemplaires numérotés. Non pas que Bobin eût été spécialement bibliophile, mais le voir son verbe incarné dans un bel objet, dans un objet durable en plus, puisque les exemplaires de tête sont sur des papiers qui sont pérennes, contrairement aux papiers qui s'autodétruiront un jour. Je crois que ça comptait beaucoup pour Bobin. Oui. Et le soin qu'il prenait à calligraphier une dédicace, etc. Et puis, ces livres qui étaient pratiquement tous publiés chez Gallimard pour les livres grand public, j'ai envie de dire, mais aussi tous ces petits recueils de poésie chez les plus petits éditeurs. Oui, il aimait les plaquettes. Voilà, où là, pour le coup, il y a aussi cet objet, c'est ce que je dis, j'étais ému de le recevoir. Les poètes sont des monstres, c'est un des titres qui a été publié juste... quelques semaines après son décès, eh bien, vous savez, ce sont ces livres qui sont encore, où les feuilles sont encore, n'ont pas encore été découpées. Oui, il faut pas massicoter, il faut couper avec un coupe-papier. Il faut couper avec un coupe-papier. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'émotions à ouvrir ce livre avec un couteau de cuisine, parce que effectivement vous parliez d'un coupe-papier, mais ça n'existe plus vraiment. On n'a plus ça, oui, on n'a plus cet article en magasin. Voilà, on a un clavier maintenant, ce dont il se servait guère. Mais voilà, je trouve que c'était aussi frappant pour moi d'avoir ce petit recueil de poésie. Les poètes sont des monstres, et puis savoir qu'il était encore scellé par ces pages qui n'étaient pas encore découpées. Et voilà, c'est ça qui est aussi frappant, c'est que
Christian Bobin peut nous inviter aussi à être très émus, d'être touchés par une certaine admiration pour lui. Et il faut savoir que à trop l'admirer, on risque de le faire, on y revient encore, éclater de rire, d'un air de dire allons, soyons sérieux. Oui, soyons raisonnables. Voilà. Parlons de Bach. Alors, il avait eu le temps, Dieu merci, avant de mourir, de boucler un objet assez étonnant qui est ce quarto petit format donc chez Gallimard, un recueil de ses œuvres qui s'appelle Les différentes régions du ciel, œuvres choisies, donc œuvres choisies par lui et la dernière femme de sa vie, la poétesse Lydie Datas, qui est chaudement remerciée dans le livre. Comment vous l'avez perçu, vous, ce livre, où il est précisé avec des textes inédits, notamment un vrai roman de Christian Bobin que personne ne connaissait, étant donné qu'il était resté inédit. Ce qui est intéressant, c'est que Les différentes régions du ciel, ça reprend un des tout premiers recueils de poésie qu'il avait peut-être, je sais plus, enfin qui a été publié très tardivement, de façon un peu confidentielle. Je trouve que c'est effectivement une bonne idée de rassembler un peu toutes ces œuvres et de les faire résonner les unes avec les autres, notamment ce roman aussi qui intervient, comme quoi ça montre bien que Christian Bobin écrivait parce qu'il avait une sorte d'urgence à écrire pour lui et à écrire à tout va. Peut-être, et sans cette recherche de construire une œuvre, de calculer ce qu'il pouvait faire. Et voilà, alors, il a une œuvre, c'est incontestable, mais je l'aperçois pas, et même avec ce quarto, je l'aperçois pas comme quelque chose de construit, d'élaboré. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, et c'est ça aussi qui fait qu'on va retrouver Christian dans ses 1200 pages du quarto comme des citations de 3 ou 10 mots qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Comment se fait-il qu'on cite aussi souvent Christian Bobin dans tous les réseaux? C'est aussi parce qu'il est proche de tant de personnes. Et encore hier, quelqu'un qui me disait, sachant que nous avions cette rencontre aujourd'hui autour de Christian Bobin, elle me disait ah mais moi son livre, je sais plus quel livre, je pense que c'est La petite robe de fête, voilà, La petite robe de fête, a été un livre qui m'a bouleversé et que je garde et que je lis et que je relis. Donc on peut lire 3 pages de Christian Bobin comme on peut être gourmand et découvrir tout ce qu'il a pu écrire, que ce soit roman, de la poésie tout à fait poétique, et aussi des récits qui sont plus poétiques, qui sont poétiques, mais qui sont nourris de sa propre existence. Plus autobiographique vers la fin, voilà. Oui. Alors ce livre, ce quarto, Les différentes régions du ciel, il est impressionnant, il est imposant, mais il n'est pas monumental, il n'est pas prétentieux, il est à l'image complète de Christian Bobin. Même l'objet est assez humble d'une certaine façon, et ça solennise pas. Et c'est vrai que l'œuvre s'est construite et qu'il n'avait pas évidemment en tête au début. Le plan de carrière. Non, surtout que les livres sont assez dissemblables en fait, d'un livre à l'autre, on peut passer d'un thème à l'autre. Alors c'est vrai que, et on terminera là-dessus, le temps hélas filant trop vite, c'est vrai qu'on est allé de plus en plus vers le personnel et l'intime dans la fin de l'œuvre de Christian Bobin, notamment les récits où sont beaucoup parlé de son père et de sa mère, et de la mort et de sa propre mort envisagée aussi. On est vraiment dans l'intime, dans le dur, dans le nœud là. Je voudrais être enterré dans un flocon de neige, a-t-il écrit à un moment. Oui, effectivement, je parlais tout à l'heure d'urgence d'écrire. Peut-être que cette urgence, elle s'est véritablement renforcée d'année en année, et qu'effectivement, dans ces dernières années, dans ces derniers livres, Christian Bobin a tout donné. Parce qu'il n'a rien retenu à lui, un peu à l'image de ce François d'Assise qui a créé les franciscains et s'en est complètement libéré aussi d'une certaine manière. Et l'écriture a été pour Christian Bobin un chemin de libération d'une certaine manière, et c'est un homme libre qui effectivement est mort de façon un peu prématurée. On aurait aimé
encore l'écouter et goûter ses écrits simplement. Bien sûr, on entend encore son rire, en tout cas, on l'a encore dans l'oreille et j'espère que on l'a fait résonner dans les oreilles des auditeurs de KTO. Merci Christophe Hénin, Christian Bobin, poète de la joie, c'est chez Nouvelle Cité. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle conversation littéraire du week-end sur KTO. Merci. Les conversations du week-end.